Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Inspire. Gilles Delieus, très heureux d'être là avec vous aujourd'hui et d'accueillir l'invité de ce mois, une personne pour qui j'ai énormément d'admiration, de feeling tout simplement. C'est une personne qui m'inspire, c'est une personne qui me touche, c'est une personne que je trouve à la fois simple, accessible et révolutionnaire à sa manière parce que cette personne dépoussière certaines données tout en étant dans un respect profond de l'aspect sacré et ancestral, en gardant l'esprit et pas forcément toujours la lettre, en faisant une forme de synthèse que je trouve intelligente, que je trouve ajustée, que je trouve novatrice et qui personnellement me résonne énormément. Donc j'ai le bonheur, le plaisir, la joie d'accueillir aujourd'hui Guillaume de Chamanisme Intégratif qui va partager avec vous ses enseignements, sa vision et qui, je l'espère, va semer dans vos esprits des pistes d'inspiration pour oser vous déployer et trouver le moyen d'exprimer votre pleine nature. Bonjour Guillaume, comment vas-tu? Salut Gilles, ça va, merci pour m'accueillir et puis merci pour ces mots, ça me touche beaucoup. Ben, c'est sincère, c'est vrai que je t'ai découvert il y a peut-être un an, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus. Et c'est vrai que j'ai été cueilli parce que aujourd'hui on retrouve beaucoup de formats finalement qui existent et qui se ressemblent. Et je trouve que déjà tu as su distiller ta patte sans te perdre en fait et en ayant vraiment quelque chose qui est très ancré par rapport à ce que tu es et qui finalement véhicule des données accessibles, qui vulgarise des données accessibles à tout le monde, assez simples et à la fois profondément liées à ce que tu es ancré à l'intérieur de toi. Et ça, je trouve que c'est suffisamment rare pour pouvoir le nommer. Du coup, beaucoup de personnes te connaissent parce que t'es énormément suivi. T'es passé à la télé notamment dans une émission de grande écoute. Et puis t'as je crois plus de 163 000 ou 164 000 followers sur Instagram notamment, mais t'es sur différentes plateformes. T'es aussi sur YouTube, sur Facebook. Mais peut-être que certains auditeurs te connaissent pas encore. Si tu devais te présenter en quelques mots, s'il y avait des mots-clés finalement pour arriver à qui est Guillaume ou ce que propose Guillaume, comment tu le nommerais? Je vais plutôt, peut-être on ira plus dans qui je suis après, mais en tout cas ce que je propose, peut-être commencer par là. Donc, Ok. on va dire qu'est-ce qui définit un peu mon activité principale, c'est que moi je suis un praticien de chamanisme. Donc on pourra rentrer un petit peu plus en détail sur ce que je considère comme étant le chamanisme et comment je le conçois. Mais ma pratique chamanique, donc pour résumer, c'est des changements d'état de conscience qui nous permettent d'avoir accès à une sagesse. Elle est informée trauma, c'est-à-dire que je prends en compte dans cette pratique-là le système nerveux, le fonctionnement du système nerveux qui est très lié à notre histoire, notre développement et comment on s'est développé et surtout ce qu'on a vécu dans notre vie qui a pu être traumatique. Et donc, ce que je propose, c'est donc d'aider les gens à travailler sur leur trauma, réintégrer toutes ces informations qui sont bloquées à l'intérieur de nous et qui impactent notre vie négativement, avec notamment l'aide de ces outils chamaniques qui nous aident à nous connecter à la nature, à nous-mêmes, à la sagesse qui nous entoure, mais aussi et surtout la sagesse qui est à l'intérieur de nous. Donc voilà un petit peu en quelques mots ce que je propose. Merci beaucoup pour cette introduction sur ta pratique et tu nommes des choses. Tu parles du chamanisme et on va pouvoir effectivement aller un peu plus dans le détail Je parlais d'esprit tout à l'heure plutôt que de l'être. Je crois que il y a beaucoup de dénominations ou en tout cas beaucoup de choses qu'on peut mettre derrière le terme de chamanisme et finalement au-delà d'un formalisme, au-delà d'un aspect cérémoniel ou d'une tendance particulière, c'est vraiment, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Il y a cette forme d'esprit du chamanisme qu'on peut retrouver dans différentes approches ou dans différentes civilisations et qui est peut-être aussi adapté à notre mode de fonctionnement. Tu parles aussi des micro-mouvements, tu parles du nerf vague, il y a beaucoup de choses qui sont et puis le côté informé trauma, la respiration aussi,
qui est très présente dans ton approche. Est-ce que tu pourrais nous dire finalement, pour toi, le chamanisme, comment tu le conçois? Qu'est-ce que ça représente pour toi au-delà de une cérémonie ou d'un décorum particulier? Ouais, ouais, ça c'est vraiment un de mes grands trucs, tu vois, de un peu démystifier ou plus que démystifier, c'est simplement redéfinir ou aider les personnes à redéfinir ce qu'est vraiment le chamanisme. Parce que c'est un mot qui, malheureusement, il y a tout un fantasme associé à ce mot, tout un tas d'idées préconçues derrière ce mot-là, alors que, c'est quelque chose de très simple quelque part et qui est très profond dans le sens où pour moi c'est vraiment et je suis pas le seul à le considérer, hein, c'est en fait quelque chose qui fait partie de nous. Ça fait vraiment partie de nous en tant qu'être humain, cette discipline, heu, qu'on a nommée beaucoup plus tard en fait dans l'histoire de l'humanité chamanisme, mais qui est en fait quelque chose qui fait partie de nous, qui est à l'intérieur de tous les êtres humains. Très brièvement, mais on a trouvé les traces de pratiques chamaniques, dans des grottes préhistoriques qui datent de 100 000 ans en arrière. Donc Hmm. ça montre qu'il y a des pratiques chamaniques, il y a 100 000 ans. Les êtres humains, ça fait à peu près 200 000 ans qu'on est sur la planète, donc depuis plus la moitié de l'histoire de l'humanité, il y aurait eu des pratiques chamaniques et on Ouais. les retrouve de partout dans le monde, hein, les pratiques chamaniques, pas seulement, en Amérique du Nord ou dans les traditions amérindiennes ou en Amérique du Sud. Il y en a en Afrique, il y en a, au Japon, il y en a au Népal, il y en a, absolument de partout et nous aussi, on avait des pratiques chamaniques, hein, ça s'appelait pas chamanisme, mais ça avait un autre nom. Mais les druides, à l'époque des Celtes, avaient des pratiques chamaniques. Plus tôt dans l'histoire de l'humanité, les sorcières Hmm. aussi, hein, elles avaient cette capacité. Le chamanisme, en fait, c'est cette capacité qu'on a à interagir avec ce qu'on voit pas avec les yeux. Le mot chaman, hein, dans la langue dans laquelle on a pris ce mot, hein, qui est le peuple Tungus en Sibérie, le mot chaman, il veut dire celui ou celle qui peut voir dans le noir. Et donc le chamanisme, c'est ça, c'est cette capacité qu'on a à percevoir au-delà de la réalité, quotidienne. Voir, se connecter à ce qui est au-delà de tout ça, dans ces espaces au-delà de tout ça. Du coup, c'est intéressant parce que, mais là aussi, il peut y avoir une double lecture, je crois. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dans une recherche de développement personnel, de spiritualité, qui vont peut-être essayer de stimuler ou d'acquérir des capacités extrasensorielles, une forme de clairvoyance, d'ouverture du troisième œil, mais qui seraient peut-être orientées fuite d'une certaine manière, évitement, je vais connecter des choses sur d'autres sphères. Et justement, ce que j'entends dans ton approche chamanisme intégratif, c'est plutôt comment pouvoir redescendre ici et comment peut-être, en tout cas, je te pose la question, cette perception de ce qui est au-delà de ce qui est disponible à ma vue dans ma conscience ordinaire peut me permettre de ne pas me mentir, de ne pas me raconter d'histoire, d'embrasser ce qui est, donc de mieux me vivre ici, plutôt que de contacter d'autres sphères qui seraient une fuite en avant vers un ailleurs, quelque chose de plus éthéré, mais au contraire, arriver à être bien ici, finalement, pacifié. Mmh. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est très propre, je pense à notre culture. Quand je dis notre culture, c'est la culture occidentale moderne et c'est en ça que, pour moi, ça a été une révolution dans mon travail de découvrir cet aspect, du travail sur le trauma et le système nerveux. Parce qu'effectivement, il y a un peu un double tranchant des pratiques, on va les appeler les pratiques spirituelles qui nous aident à connecter, à quelque chose de plus grand. C'est qu'effectivement, comme tu le nommes, ça peut être utilisé comme une stratégie d'évitement, particulièrement par nous qui sommes une culture très traumatisée. Mm. Tu vois, j'ai vécu beaucoup en Amérique du Sud, moi, justement dans des communautés indigènes, qui avaient des pratiques chamaniques, ça faisait partie de leur vie et c'était fascinant à observer parce que pour elles, il y a pas ce phénomène d'évitement. Mais parce qu'elles ont pas ces personnes-là, ils ont pas, les mêmes histoires, ils ont pas les mêmes, hem, cette même,
tendance en fait à être complètement déconnecté du corps parce que nous, on est amené dans un monde, on est amené à la vie dans un monde où en fait très très tôt, on est submergé déjà par les traumas et il n'y a pas il y a pas tout le contexte qu'il faudrait dans un monde idéal pour que en fait ces événements intenses qui font partie de la vie humaine, hein, soit simplement nous traversent et soient intégrés. Nous, en fait, on est tellement coupés de la nature, de nous-mêmes, des émotions. On est élevé par des gens qui sont coupés d'eux-mêmes, de leurs émotions. Donc, en fait, on a du mal à recevoir l'intensité de la vie et c'est là où ça crée des traumas. Dans les communautés indigènes, il n'y a pas ce biais-là. Enfin, ils sont tout de suite reçus, c'est tout de suite intégré. Donc, les pratiques spirituelles, c'est naturel, ça les aide à évoluer. Puis il y a peut-être ce que tu évoquais, en tout cas en filigrane, ce qu'il me semble avoir compris, c'est cette plus grande capacité peut-être qui est propre à chacun, mais auquel il reste peut-être connecté plus que nous, c'est cette capacité à être traversé par la vie plutôt que de vouloir la traverser, et donc du coup d'être empêtré ou pétri du personnage, de ce qu'on pense être, de la notion d'identité, qui nous maintient peut-être aussi dans des carcans et qui maintient aussi des mémoires, des blessures, des traumas. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on redéfinisse aussi ce que tu nommes, toi, trauma, qu'est-ce que ça revêt derrière. Alors que des personnes qui restent connectées à leur nature véritable euh, et jusque dans le corps sont beaucoup plus au présent, et les choses peuvent les imprégner intensément dans l'instant, mais finalement ça ne se fixe pas. Il y a quelque chose de l'ordre de ça me traverse, et puis l'instant d'après je retrouve mon axe, un peu comme le roseau qui plie mais qui ne rompt jamais, et qui a cette sorte de mémoire de forme de retrouver son axe et sa rectitude originelle. Ouais, alors c'est vrai si tu veux pour ces personnes-là qui sont nées dans un contexte comme ça. Mhm. Pour nous, en fait, c'est quelque chose qu'on peut comprendre, tu vois? C'est un concept qui est super attirant et qu'on peut comprendre intellectuellement, ce que tu dis. Moi, je sais que c'est quelque chose qui, par contre, a amené énormément de culpabilité chez moi parce que je me disais: «Mais pourquoi tu peux pas être comme ces personnes-là? Pourquoi tu peux pas être comme ces, tribus indigènes qui vivent au contact de la nature?» Le problème, c'est que c'est là où la notion de trauma est importante, c'est que c'est physiologiquement pour moi, c'était physiologiquement pas possible. Mhm. Le trauma, c'est vraiment physiologique. Tu vois? Peut-être on recommence par le début. On n'est pas censé, avoir de trauma, en fait. Les animaux n'ont pas de trauma. Les animaux dans le monde sauvage, hein. Les animaux, domestiqués, ouais, c'est possible. Hem, Notre système nerveux, il est fait pour nous protéger et nous ramener à un état de tranquillité où on est au calme, quand il y a quelque chose qui nous met en danger. Donc on est censé être, il y a un danger qui arrive, une menace, le système nerveux se met en mode survie pour faire en sorte qu'on on survive à cette menace. Une fois que la menace est passée, il redescend et on revient en état normal. Là où il y a trauma, en fait, c'est quand, il y a une menace, le système nerveux s'active, va en mode survie et en fait, il y a pas la désactivation. Mhm. Les animaux, ils la font naturellement, cette désactivation, par le mouvement, par la corrégulation. C'est-à-dire que la corrégulation, c'est ils s'aident entre eux à comprendre que la menace est passée et qu'ils peuvent retrouver la sécurité. Ça se fait naturellement comme ça. Dans la plupart des communautés indigènes, qui ont toujours voilà, ces pratiques chamaniques, qui vivent toujours dans ces modes de vie-là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a vraiment menace, activation, désactivation, corrégulation entre eux, on reprend conscience du moment présent. Et là, il y a pas de trauma, en fait. Il y a simplement on est traversé, comme tu disais. On est traversé par, l'intensité de ce qu'on vit et ensuite on reprend conscience que tout va bien. Et là, physiologiquement, il y a eu juste, on a relâché des hormones intenses, il y a eu plein de signaux électriques, tout ça, la pression sanguine qui a monté, battement du cœur qui a monté, c'est tout. Après, ça redescend. Quand il y a trauma, en fait, c'est toute cette énergie de survie, elle reste bloquée dans le corps. Mhm.
Pourquoi? Parce que malheureusement, dans notre société à nous, quand il y a une menace, on n'a pas cette possibilité de pouvoir relâcher l'énergie de survie. Parce que pour faire ça, on a besoin de pouvoir laisser aller le corps et ça, pour nous, c'est pas acceptable. On a besoin de soutien émotionnel. La plupart du temps, on l'a pas, hein. Ce que je disais, la corrélation, se faire des câlins, dire que tout va bien, ça aide le corps à prendre conscience que la menace a disparu et en plus, la plupart d'entre nous, malheureusement, on reçoit de l'information traumatique et des situations traumatiques dès l'enfance, presque constamment. Mmh. Bref, tout ça, ça crée dans notre physiologie une énergie de survie qui est ultra puissante, hein. Quand je parle d'énergie de survie, c'est vraiment quelque chose de très puissant, hein, cette activation du système nerveux qui veut nous amener à la survie. C'est la même énergie qui permet à une maman, dont l'enfant s'est fait écraser par une voiture, de soulever la voiture à main nue ou à une antilope de courir à 80 km/h, ce qui est jamais vu dans la nature, lorsqu'elle est, poursuivie par un prédateur. Donc nous, quand il y a trauma, c'est cette force-là qui est colossale, qui vient se loger dans notre système nerveux et qui reste bloqué là. Oui, ça parle en même temps, je suppose, en tout cas, c'est comme ça que je l'appréhende et l'entends. Ça nous parle aussi de l'amygdale, du coup, qui s'active et de l'hypervigilance qui ne redescend pas, alors qu'effectivement, tu parlais de l'antilope. J'avais vu justement des études qui étaient faites sur les pics hormonaux, etc., qui lui permettaient d'être hyper rapide, etc. Et puis l'instant d'après, juste en sentant et en percevant que elle avait pu échapper au prédateur, elle allait se détendre à nouveau et s'espatarrer, comme on dit chez moi, dans l'herbe au bord du bassin parce que ben voilà, la menace était passée et donc voilà, effectivement on peut se détendre et c'est quasiment en temps réel, alors que chez nous, dès qu'il y a un trauma, il va y avoir cette hypervigilance qui reste en place et le mode vigie qui va être là en train de scanner de manière permanente et d'user aussi peut-être les neurotransmetteurs, d'user une certaine forme d'énergie parce que on peut pas rester en permanence avec cette énergie qui tourne et qui grille des circuits à l'intérieur de nous et qui peut générer des surchauffes. Mais du coup, j'aimerais bien que tu nous définisses ce que tu entends du coup par trauma, parce que tu nous dis on a des traumas de manière quasi permanente depuis l'enfance. Pour toi, c'est quoi un trauma? Parce que là aussi, on a tous peut-être une définition différente de ce que serait un trauma, et parfois on peut avoir tendance à imaginer qu'un trauma c'est quelque chose de très grave, alors que parfois c'est aussi des événements peut-être anodins ou qu'on a minimisé dans notre esprit, qu'on a pu raisonner différemment et qui pourtant ont un impact majeur dans notre vie, même si au regard du normatif, au regard de l'histoire qu'on s'est racontée, ça nous paraît pas être quelque chose de si flagrant ou de si important que ça. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, pour moi, le trauma, c'est quelque chose de beaucoup plus, subtil que ce qu'on peut s'imaginer. Il y a plein de gens, quand je leur dis que je suis spécialiste sur les traumas, qui me disent: «Ah bah, moi, j'ai pas vécu de trauma». Moi, tout le monde a vécu des traumas. Le trauma, pour moi, peut-être la façon la plus simple pour expliquer ce que c'est quand il y a quand on vit quelque chose qui est trop intense pour nous. Ok. Et ça peut être en fait de nature vraiment diverse et variée. C'est en fait ta perception et l'expérience intérieure que tu as en réaction à quelque chose d'intense. En général, c'est quelque chose d'intense qui n'a pas forcément besoin d'être un événement. On peut être traumatisé par une intensité émotionnelle. Mhm. Il y a beaucoup de gens qui sont, et moi c'est mon cas, qui sont traumatisés par une émotion très intense. Mhm. Typiquement la honte par exemple, que tu peux ressentir en étant enfant et Dieu sait si, il y a énormément d'occasions où on peut être humilié, dans l'enfance. L'intensité de la honte, rien que ça, tu vois? Cette intensité de cette émotion, pour un petit corps qui sait pas quoi faire avec, ça vient submerger son système, c'est trop pour lui et comme on n'a pas cet enfant n'a probablement pas accès à un adulte présent,
accueillant, qui lui permet d'apprendre que avoir des émotions intenses, c'est OK, qui est là pour lui, pour l'aider à vivre ça, il reste seul avec cette intensité. Et comme c'est pas sain pour sa physiologie d'être submergé par toute cette intensité, on se déconnecte. On se coupe de l'expérience. Et c'est là où il y a trauma. Donc il y a l'activation, elle est là. C'est tellement intense que pour pas la sentir, on s'en coupe. Ça, c'est un mécanisme de protection qu'on a. On peut parler de dissociation, hein. Et du coup, ça reste bloqué en nous. Ça continue en fait d'être là dans notre système. C'est pas déchargé. C'est ça le trauma. Alors, deux questions, du coup, je rebondis sur ce que tu viens d'évoquer. Du coup, si tu parles d'intensité et tu parles pas forcément de polarisation, ça veut dire que, y compris une émotion qui peut nous apparaître positive, entre guillemets, ou neutre, peut être source de trauma pourvu que ce soit une intensité trop grande par rapport à ce qu'on est en capacité de gérer. Si j'ai bien Absolument. entendu. Absolument. Ouais. Ça, c'est important de comprendre ça, je crois, parce que souvent, on a tendance à considérer que ça va être une épreuve, une difficulté ou une malédiction, quelque chose qui nous tombe dessus, alors que finalement, ça peut être aussi un événement heureux, mais avec une charge émotionnelle, une intensité tellement forte que finalement, le corps et l'esprit sont submergés par cette donnée qu'il n'arrive pas à gérer et qui crée une conséquence négative dans l'instant. T'es d'accord avec ça? Absolument. Ouais. Combien de personnes, et pareil encore une fois, malheureusement, moi y compris, je suis l'exemple de tellement de trucs traumatiques, mais sont pris de crises d'angoisse lorsqu'ils sont joyeux ou excités par quelque chose de joyeux, tu vois. Un autre exemple de ça, c'est l'énergie sexuelle, tu vois, qui peut être cause de dissociation parce que c'est trop intense. Yes. Totalement. Et justement, je voudrais revenir sur cette notion de la dissociation. Tu parlais de couper. Effectivement, de dissociation, c'est vrai que dans le chamanisme, on retrouve notamment cette idée du recouvrement d'âme dans certaines traditions. Mais finalement, comme tu le disais, si on démystifie, on peut se rendre compte que, y compris quand on vient, en tout cas moi, c'est aussi ce que j'enseigne et ce que je partage. Je pense qu'on vient souvent à une forme de spiritualité par souffrance plus que par goût, etc. Et il y a souvent des dissociations. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte que il y avait beaucoup de dissociations qui étaient présentes chez chacun de nous et qu'on était morcelés, on était fragmentés et que le but de la spiritualité était de nous permettre de réintégrer justement, de réassocier, de réapprivoiser ces parts et de leur permettre de se déposer. Tu parles beaucoup aussi de sécurité dans le corps. C'est une notion assez phare dans tout ce que j'ai pu voir, suivre de toi, entendre. Et notamment aussi au travers des protocoles, des exercices que tu proposes. Est-ce que tu pourrais nous parler de cet aspect dissociatif? Parce que peut-être que pour les gens aussi, de la même manière que l'idée du trauma dont on se fait un monde et on peut se dire, ben moi j'ai pas de trauma, de la même manière on peut se dire, mais non, moi je suis bien ancré dans la vie ou je suis bien là, j'ai pas de dissociation. Mais la dissociation parfois elle est très fine, elle est très subtile elle aussi et elle se cache au travers de fonctionnements. Tu parlais de l'énergie sexuelle et de l'intensité tout d'un coup d'être dissocié ou de se couper. Elle peut être dans plein d'aspects de la vie. Sous des formes tellement subtiles qu'on ne les a pas forcément identifiées et pourtant elles ont un impact très fort. Ouais, bah, la dissociation, c'est vraiment un mécanisme très très présent dans le corps et c'est heureusement qu'on l'a, parce qu'en fait c'est une soupape qui nous empêche d'avoir notre système grillé par l'intensité de ce qu'on vit. Et en fait, ça s'installe très très tôt, hein. Comme je l'ai pas encore, j'ai pas fini de le dire finalement, mais tu vois, les traumas, ils peuvent commencer très tôt. La naissance, déjà, c'est quelque chose de très très intense qui peut submerger le système. Bref, on vit déjà tellement d'intensité. Ce monde est un monde d'intensité de toute façon. Donc, on a besoin de ce mécanisme-là. Comme tu dis, en chamanisme, on parle de fragmentation de l'âme. Comment la dissociation peut se manifester dans la vie, ne serait-ce que les gens qui disent je suis tout le temps dans le mental, j'arrive pas à lâcher le mental. Ça, c'est un signe typique qu'il y a de la dissociation. C'est une des meilleures stratégies qu'on a pour se couper de sensations qu'il y a à l'intérieur de soi. Les comportements addictifs aussi. Que ce soit le tabac, l'alcool ou regarder des séries ou l'alimentation.
hein. Toutes ces choses-là, c'est en fait des stratégies qu'on a pour essayer de se couper, la plupart du temps inconsciemment, hein, de quelque chose qui est très intense qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on n'a pas la capacité de sentir. Et pas de culpabilité, hein, à avoir, hein, c'est normal et c'est heureusement que vous faites ça, heureusement que vous avez ces comportements-là parce que, il y a une partie de vous qui est pas prête à sentir ce qu'elle est en train de vivre. Non, parce Ouais, que aussi excuse-moi, bien sûr. ce que j'ai pas dit, par rapport au trauma, c'est que quand il y a cette intensité-là et qu'il y a cette déconnexion, ça fait pas disparaître le truc. Il y a littéralement une partie de nous qui reste bloquée dans le passé, à faire face encore, à essayer de faire face comme elle peut à cette intensité, à cette, version de la réalité qui est en train de se jouer et qui se joue en boucle, en fait, en nous. Hmm. Oui, c'est important de voir ça parce que effectivement, les personnes peuvent être tentées de culpabiliser ou alors d'agir uniquement sur le symptôme, alors que c'est une tentative de résolution de notre système. Et si effectivement on enlevait sans avoir réglé le fond la dissociation, on exploserait en plein vol. Donc Exactement. c'est bénir ce plomb qui est là pour servir de d'entre-deux et qui éponge le choc, même si effectivement le choc reste présent, qu'une part reste connectée à ça et il est question de pouvoir profiter du système pour aller régler l'espace et le pacifier pour ne plus avoir besoin ensuite, mais elle saute presque d'elle-même, la soupape parce qu'elle n'a plus besoin d'exister. Le reste Exactement. a été, ouais, Ouais, c'est super. sans effort, en fait. C'est pas si tu veux, je veux arrêter de fumer. Hmm. C'est, OK, là, j'ai envie de fumer. Qu'est-ce qui en fait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me sentir suffisamment en sécurité à l'intérieur, pour pouvoir sentir ce que je suis en train d'éviter de sentir à travers ce comportement? Une fois qu'on arrive à sentir ça, en fait, «très facilement» entre guillemets, parce que ça peut être plus complexe que ça, mais en fait, le comportement disparaît lui-même parce qu'on le corps n'en a plus besoin. Hmm. Ouais. Pareil pour le mental, hein. Les gens qui disent: «Je suis tout le temps dans le mental, il faut vraiment que je travaille sur mon mental». Non, c'est vraiment en fait, qu'est-ce que ton mental, essaie de fuir? Qu'est-ce que ton corps essaie de fuir qui te fait aller dans la tête et qui active tes pensées comme ça? Ouais, je Ouais. te rejoins tellement. Et souvent, on est effectivement sur la forme que ça va prendre ou sur le résultat, mais en voulant se couper du processus et en faisant l'impasse sur justement l'endroit où il faudrait aller creuser. Et du coup, est-ce que tu serais OK pour nous partager un peu quel est ton cheminement pour en être arrivé là? Tu nous partageais tout à l'heure que tu avais vécu auprès de peuples autochtones, que tu avais vécu en Amérique du Sud. Quel a été ton cheminement, ton parcours pour, parce que t'es jeune, pour avoir acquis aussi tout ce bagage-là. Tu nous as parlé des traumas. Il y a bien sûr notre propre histoire, ce qu'on a vécu soi-même et la nécessité de, de, de faire son propre chemin. Mais je crois aussi qu'il y a peut-être un parcours singulier qui t'amène aujourd'hui à pouvoir partager ces enseignements. Est-ce que Mmh. tu pourrais nous en dire quelques moments clés? Ouais, ouais, je vais essayer de faire, les moments clés, mais en gros, j'ai un parcours assez particulier parce que très jeune, j'ai été pris sous l'aile d'une guérisseuse dans mon village, qui donc à 7 ans, qui a commencé à me partager un petit peu de ce qu'elle faisait. Donc, elle m'a appris à sentir les énergies des gens, des pierres, des arbres. Donc ça m'a très tôt mis sur, aider à m'ouvrir, si tu veux, à cet aspect autre de la réalité. Ce qui m'a donné aussi une passion et un amour très, très profond pour la nature et j'ai décidé d'en faire ma carrière. Donc je me suis formé aux forêts et à l'environnement et c'est ce qui m'a amené en fait à travailler dans les forêts tropicales, la gestion, des forêts tropicales et surtout des projets de réduction de la déforestation, en Amazonie notamment, mais aussi dans les Andes et et voilà, c'est ce qui m'a amené à voyager comme ça, avec ma passion pour l'invisible, avec ma passion pour, la connexion avec la nature. Donc évidemment, tout mon temps libre, je le passais aussi avec les herboristes traditionnels indigènes, avec des chamans, avec des sages-femmes traditionnelles indigènes. Tout ce que je pouvais pour apprendre le plus possible de ce lien, de cette connexion, particulière que ces personnes avaient avec la nature et avec soi aussi, avec eux-mêmes. Et puis aussi, ce qui est assez particulier dans ma vie, c'est que comme ça, on peut dire que j'ai, eu une enfance, tout à fait,
normale, sans trauma. Et pourtant, malgré tout, j'ai toute ma vie souffert d'énormément d'anxiété. Et c'est vraiment cette anxiété qui m'a poussé aussi à aller de plus en plus loin dans, les méthodes de guérison, j'ai presque tout essayé pour essayer de m'en sortir. Et malgré tout, j'étais toujours bloqué avec ces symptômes de l'anxiété. Et c'est ça qui m'a amené, à me pencher sur les traumas, la question du système nerveux, et c'est là où ça m'a vraiment ouvert à toutes ces choses dont on a parlé, donc de la dissociation qui a fait, qui a transformé mon approche du chamanisme aussi. Hem et voilà, c'est ça qui m'a amené ici, ouais. Génial. C'est Mmh. beau parce que parfois, on peut avoir l'impression que certaines personnes, effectivement, sont prédestinées ou auraient un talent particulier. Et je trouve ça, au-delà, bien sûr, de ce qui est de l'ordre de nos capacités et ce qu'on a choisi de mobiliser à l'intérieur de nous comme ressources, il y a aussi les événements qu'on a mis et qu'on peut voir comme des opportunités ou qu'on peut voir comme des choses qui sont des poids mais qui sont des éléments neutres et dont on peut choisir d'en faire le terreau d'une destinée, d'une vocation, pour certains d'une mission, pour d'autres d'embrasser une légende personnelle. Et je crois que finalement, on peut se dire béni, en tout cas pour toutes les personnes que tu accompagnes et que tu aides et que tu inspires, béni soit ces symptômes d'anxiété que tu as pu trouver sur ta route parce qu'ils t'ont mis aussi sur le chemin de ce partage de toutes ces données et de toutes ces richesses que tu es allé glaner pour toi-même, quoi. Et on peut Mmh. se dire qu'il y a un sens peut-être aussi à tout ça. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Hem, c'est le truc qui me fait continuer à avancer, en fait, et qui me permet de trouver une sorte de ressource à l'intérieur en me disant: «Bah, tu galères, tu as galéré énormément et en même temps, grâce à ça, ben, tu as développé des dons et qui peuvent aider, plein de gens», et donc ouais, c'est important aussi, ça fait du bien d'essayer de trouver des cadeaux qu'on a reçus de nos traumas. Même si, il faut, faire attention de ne pas s'en servir pour, s'automanipuler et invalider la souffrance, mais ouais. D'accord. Et du coup, tu nous parlais de cette guérisseuse qui t'avait pris sous son aile. Tu nous parlais également de ces sages-femmes traditionnelles, de ces herboristes que tu avais rencontrés. Il y a des personnes au-delà qui ont été fondatrices sur ton chemin, qui ont jalonné quelque chose et qui ont peut-être été soit des révélateurs, soit des accélérateurs, soit des personnes qui ont posé sur toi le regard que tu n'arrivais pas encore à poser sur toi-même et qui ont potentialisé finalement ton axe et ta vocation. Peut-être même des personnes que tu n'as pas rencontrées en direct, mais qui ont été dans ce qu'elles incarnaient, une voie à suivre, un exemple, une source d'inspiration. Ouais, je pense qu'un de mes grands un de mes plus grandes sources d'inspiration, c'est mon enseignant, en chamanisme, voilà, j'ai fait une formation en chamanisme avec une fondation, avec une école qui s'appelle la Fondation pour les études chamaniques. Hem, c'est là où j'ai reçu vraiment les bases de la pratique chamanique. Après, je me suis formé avec, des cultures traditionnelles dans différents pays du monde, mais à la base, j'ai été formé par cette école, et donc mon enseignant, c'est, Laurent Hugueli. Je sais pas si Ouais, ça te dit quelque chose? tout à fait. Hem et Laurent, c'est vraiment quelqu'un qui est toujours une source d'inspiration pour moi, ouais. Je pense que lui, ça a été ça la rencontre avec lui et le temps que j'ai pu passer avec lui, c'est quelque chose qui me porte toujours. Ouais, à continuer, tu vois, à diffuser mes enseignements, ce en quoi je crois, et aussi mon amour pour la pratique chamanique. Mmh. Parce que j'en ai pas nécessairement parlé beaucoup et j'en parle pas nécessairement beaucoup, mais pour moi, c'est avant tout l'amour pour la pratique chamanique, parce que je sais qu'elle a un impact magnifique sur nous et sur les traumas. Merci pour ça. Et du coup, est-ce que tu pourrais, peut-être pas, hein, peut-être que ça serait galvauder la chose, mais ça me vient comme ça. Je sais que des gens peuvent en trouver pas mal si on te suit sur Instagram, sur ton compte. Est-ce que tu aurais, par exemple, une première étape, un petit skill, une petite donnée à proposer pour que les personnes se rendent compte et peut-être démystifient, se disent que
il y a déjà des données qui sont accessibles et des premiers pas à faire qui peuvent leur apporter instantanément un secours, que ce soit pour se retrouver en sécurité, que ce soit pour tout simplement respirer et redevenir présent, être quelque chose qui te viendrait, qui pourrait être une première étape pour les personnes pour se rendre compte que c'est pas si sorcier justement, c'est pas quelque chose qui est éthéré ou quelque chose qui est réservé à une élite, à quelqu'un qui connaîtrait forcément toute la sagesse ou qui aurait eu accès à un savoir ou à une initiation, mais que il y a des outils concrets, pratiques et accessibles à tous qui Ouais. permettent de trouver un équilibre instantanément. Ouais, j'en ai plein en tête, mais une pratique qui me porte vraiment beaucoup et qui a un impact sublime sur la plupart des corps, c'est d'utiliser un coussin. Donc de prendre un coussin, de le placer devant soi, de façon à ce qu'il protège, enfin à ce qu'il couvre le haut du corps jusqu'aux hanches. Mhm. Serrer le coussin comme ça. Ça paraît tout bête, tout simple, mais ça, c'est une pratique qui donne un soutien au corps justement, tu vois? Cette sécurité dont je parle souvent, hein, on peut la trouver avec des pratiques corporelles comme ça et c'est pas une sécurité mentale, c'est une sécurité physique. Le corps, il a besoin, il la sent. Le coussin, pour ça, c'est extraordinaire. Donc placer un coussin devant soi, se connecter à son corps parce que justement, ce coussin, ce réconfort, cette sécurité qui va nous amener, ça crée un petit peu plus d'espace pour ces parties de nous qui sont terrifiées parce qu'elles sont encore traversées par l'intensité d'une expérience qu'elles ont vécue euh, et qu'elles n'ont personne pour les aider à faire face à ça. La guérison du trauma, elle se fait comme ça, elle se fait en devenant cette personne qui va venir être avec ces parties de nous qui sont submergées, dépassées par ce qu'elles ont traversé. Donc le coussin, il nous permet de trouver un peu plus de soutien comme ça et ça va nous permettre de laisser circuler ces informations traumatiques. Et si vous voulez ajouter une étape en plus qui est un peu plus chamanique, une fois que vous serrez le coussin dans vos bras, vous pouvez prendre par exemple une bougie, allumer une bougie, et tandis que vous serrez le coussin, regardez la flamme de la bougie et connectez avec la beauté, toutes les qualités qui émergent en regardant la flamme de cette bougie. En fait, on connecte là avec l'esprit du feu. Et puis une fois que vous avez connecté avec ces qualités de beauté, de force, de chaleur de la flamme de la bougie, fermez les yeux et laissez ça résonner dans le corps et invitez même cette énergie du feu à apporter du soutien à l'intérieur et peut-être à amener du dialogue, de la réconciliation avec ces parties de vous qui sont isolées, qui sont déconnectées, qui sont seules face à l'intensité. Et voyez ce qui se passe. Et en général, ça, c'est un exercice qui est très, très profond. Possible qu'il y ait des émotions qui remontent, des larmes, des choses comme ça qui viennent, le corps qui tremble, des bâillements. Tout ça, c'est signe qu'en fait, on est en train de relâcher de l'information traumatique et qu'on va vers plus d'intégration. Merci beaucoup pour cette pratique. Je vais l'essayer moi-même de suite après. On retrouve effectivement énormément de tes partages. Tu es très généreux dans tout ce que tu partages sur les réseaux sociaux, énormément d'informations, mais de pratiques aussi. Mais bien sûr, c'est pas tes seules activités. Il y a notamment le cercle. Notamment, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les accompagnements, sur ce que tu proposes et si les personnes ont l'appel de te rejoindre ou de suivre une démarche avec toi, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu nous proposes concrètement? Ouais, alors du coup, pour le moment, il y a 3 axes de possibilités de travailler avec moi. Donc, mon projet de cœur, vraiment mon bébé que j'adore, c'est le Cercle. Donc, c'est une plateforme privée où on se retrouve entre nous tous les mois et on a un moment où on est tous ensemble et où je partage des pratiques, où on les fait ensemble, où les gens ils peuvent interagir, poser des questions. Parce que ces pratiques, elles sont très simples hein, de travailler sur les traumas, mais c'est parfois pas évident de les appliquer quand on est seul. Et donc la force du groupe, la force d'être dans un espace contenant comme ça, c'est pour moi un accélérateur de guérison. Donc il y a ces moments de rencontre dans le cercle. Il y a aussi une bibliothèque de pratiques guidées. Donc il y a des vidéos de moi qui vous guident dans différentes pratiques de régulation du système nerveux, des pratiques chamaniques aussi avancées, des pratiques de guérison de trauma. Plus voilà, la communauté, donc les gens parlent entre eux,
peuvent demander du soutien et c'est vraiment super. Et il y a plein d'autres événements aussi, et plein de petites choses comme ça qui sont partagées dans cette plateforme privée. Donc ça, c'est un premier axe. Ensuite, j'organise aussi tous les mois des breathwork. Donc c'est un travail sur la respiration qui permet justement d'aller très en profondeur dans la libération de trauma, notamment dans le préverbal, donc trauma de naissance, trauma avant la naissance, et même des traumas dans les phases de développement, on n'avait pas accès à la parole. Donc on peut aller faire des guérisons très très profondes grâce à cet outil de breathwork. Donc pareil, ça se passe en ligne. Et enfin, j'ai aussi une formation en ligne de chamanisme informé trauma, où là, on va vraiment en détail explorer la pratique chamanique et en quoi elle peut être révolutionnaire dans la guérison, la connexion avec la nature, la connexion avec soi. Et il y a un module particulier avec des cérémonies assez intenses et assez avancées de résolution et de guérison de trauma. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai pour le moment. Les 3 piliers, c'est déjà énorme. Ouais. Et on retrouve ça où? Bien sûr, je mettrai le lien en dessous de la vidéo et dans le podcast, mais on te retrouve où du coup? Ouais, il y a le plus simple, c'est Instagram. Il y a toute l'information sur Instagram et après sur mon site web, donc www.chamanismeintégratif.com. Là, il y a toutes les informations. Super. On s'approche de la fin de l'émission. Si tu devais, si tu avais un message finalement, si les personnes devaient retenir au milieu de toute cette richesse d'informations qu'une seule chose, si tu avais un message phare à leur donner, ça serait quoi en quelques mots? Ça serait de laisser tomber tous les concepts intellectuels, tout ce que j'ai pu dire sur les traumas et en fait de simplement ralentir. Je pense que la chose clé pour la guérison du système nerveux et des traumas, c'est ralentir et de se mettre plus à l'écoute. Donc ralentissez, mettez-vous à l'écoute de ce qui est à l'intérieur et si possible, faites ça dans la nature parce que la nature, elle nous apporte toujours du soutien. Merci infiniment. C'est vrai que, ouais, enfin, moi je vis au milieu de la nature aussi. C'est important même de la voir déjà, même quand on n'y va pas, juste de savoir qu'elle est là, de la sentir, et ça change vraiment la donne. Merci beaucoup pour ton temps, merci pour tout ce que tu nous as partagé. Et puis donc on te retrouve sur ton compte Instagram, sur ton site, dans le cercle. Et merci infiniment de ta présence et à bientôt. Ouais, merci à toi, Gilles. Merci, j'ai adoré passer ce moment avec toi. Merci pour ton invitation. Merci. Et bonne journée à tous. À bientôt.